Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Béa en danger. Tout est calme en cette fin d'après-midi de mars 1984 dans la clinique universitaire de gynécologie obstétrique de Cotonou, communément appelée la CUGO. Le climat subéquatorial particulièrement chaud et humide qui sévit dans le sud du Bénin a pour un temps cédé la place à quelques jours de fraîcheur, procurant à la population un peu de répit avant d'affronter la saison des pluies. Remontant l'allée centrale, le docteur Béatrice Aguessi s'apprête à regagner son bureau au premier étage. Il est presque 17 heures. Ainsi s'achève pour elle une semaine de garde, loin de sa fille Bignon qui vient de fêter ses 11 ans et de leur maison de Ouida, distante de Cotonou de 40 km environ. À l'ouvrage depuis 7 heures, la fatigue ne semble pourtant pas avoir de prise sur elle. Son visage affiche toujours la même sérénité, la même douceur. C'est tout juste si la semaine qui vient de s'écouler s'apparente à une semaine de travail, tant son métier de gynécologue obstétricien la passionne. Bien plus qu'une activité professionnelle, il constitue l'essence de sa vie tout entière dédiée à la médecine, pour laquelle elle a dû se battre dès son plus jeune âge et sacrifier plus tard sa vie de femme, d'épouse et de mère. Ce jour-là, à l'aube de ses 50 ans, alors qu'elle se prépare à aller passer son agrégation à Paris, Béatrice Aguessi ignore qu'elle va devoir livrer le combat le plus inégal et le plus inique de sa carrière. Le mal va l'attaquer brutalement dans son bureau, assaillant sa tête de violentes céphalées. En quelques minutes, la quiétude des instants précédents se transforme en un véritable enfer. Son front lui fait mal. Si mal, qu'après seulement quelques minutes, elle se précipite déjà sur des comprimés de paracétamol. L'intensité de ses migraines est si surprenante qu'elle décide d'envoyer son chauffeur prévenir sa sœur Adélaïde, à qui il ne faut guère plus d'un petit quart d'heure pour arriver, inquiétée par le chauffeur sur son état de santé. La réalité dépasse pourtant ce qu'Adélaïde avait imaginé, car Béatrice éprouve à présent beaucoup de difficultés à maintenir sa tête droite. Les traits de son visage si détendus à peine une heure auparavant ne constituent plus qu'un masque de souffrance. Rapidement, Adélaïde l'aide à rassembler ses affaires et à rejoindre son véhicule où le chauffeur attend, prêt à partir pour Ouida. Dans la voiture, aucune position n'accorde de sursis à sa douleur. Adélaïde, désespérée de ne pouvoir venir en aide à sa sœur, se réfugie dans un mutisme craintif. Moins d'une heure après avoir quitté Cotonou, la voiture se présente devant le portail de la maison. Comme Adélaïde, le chauffeur, peu habitué à voir autant souffrir celle que la majorité des Béninois appellent familièrement maman, est resté silencieux durant tout le trajet, le pied enfoncé sur la pédale d'accélérateur pour parvenir le plus rapidement possible à destination. La descente du véhicule s'avère une véritable épreuve, car le mal a redoublé d'intensité. Béatrice trouve cependant la force de demander à sa sœur d'appeler son confrère neurologue, le docteur Dakpé, afin qu'il vienne lui porter secours. Arrivé de Cotonou quelque temps après, ce dernier lui prescrit un puissant antalgique qui va malheureusement rester sans effet. Inexplicablement, le mal empire, anéantissant peu à peu celle en qui il progresse. En fin de soirée, Béatrice ne parvient même plus à décrire la douleur qui l'accable. De violents coups de hache lui martèlent la tête et la maintiennent clouée dans son canapé. Sa souffrance n'est plus que gémissement. À peine réussit-elle encore à murmurer combien elle a mal. Dans la maison, la tension est à son comble. Adélaïde, bientôt rejointe par ses deux autres sœurs Joséphine et Florentine, ne dissimule plus son inquiétude. Aucune des trois femmes n'ose encore exprimer les pensées qui commencent à s'imposer à elle. Sans doute pour se rassurer, chacune tente au contraire de trouver une explication rationnelle à ses migraines subites. Mais, les heures passant et l'état de leur sœur s'aggravant, elles décident d'envoyer le chauffeur chercher leur frère Eugène qui vit dans le petit village de Tori à 15 km de Ouida. Sur les lieux, Eugène ne perd pas de temps en conjectures et envisage tout de suite le pire car au Bénin, les maux qui vous tourmentent soudainement n'ont pas forcément une origine naturelle. C'est une cruelle réalité qui gangrène le pays tout entier, et dont nombre de Béninois souffrent en silence. Dans ce pays à l'apparente tranquillité, terre d'Afrique à la réputation si joyeuse, gronde une organisation secrète,
capable sur simple demande de transformer la vie de n'importe quel Béninois en un véritable cauchemar ou de le tuer tout simplement moyennant quelques milliers de francs CFA. Le professeur de psychiatrie Galbert Haï nous éclaire sur ces phénomènes suspects. Dans le premier cas, une personne en attaque une autre directement, sans intermédiaire, pour la tuer. Cette réalité, dans presque tout le centre et le sud du Bénin, se désigne par le mot « az ». Dans le second cas, une personne en attaque une autre indirectement, par l'intermédiaire d'un tiers, initié, marabout, capable de maîtriser et de mobiliser les forces qui agiront sur la victime. C'est le Bodomé, appelé encore Bo. Pour le Dahoméen, le Bo n'est pas une question abstraite, c'est une réalité quotidienne, obsédante, angoissante, dont il porte les stigmates en esprit et dans le corps. Les Dahoméens, à tous les niveaux d'instruction ou de fortune, poursuit-il, sont confrontés à cette réalité ténébreuse, irréductible, tenace, sans pouvoir en déterminer les fondements objectifs. Depuis le haut fonctionnaire jusqu'au paysan, depuis le chrétien le plus fervent jusqu'à l'intellectuel le plus mécréant, il n'y a guère de Dahoméen qui ne soit sujet ou objet du Bo. Pour l'Européen, le plus souvent persuadé de tout savoir sur tout, le domaine de l'irrationalité relève de la pure fantaisie africaine. Lucien Lévy-Bruhl dans son ouvrage intitulé La mentalité primitive, paru en 1922, dont il a renié les thèses abjectes avant de mourir, ne recule devant aucune arrogance. L'observation des présages était pratiquée dans les sociétés antiques et particulièrement dans la République romaine. Nous aurions tort cependant d'admettre d'avance sans examen que ce qui est vrai des présages dans l'Antiquité l'est nécessairement aussi des présages dans les sociétés inférieures. Affirmation hautement scientifique, on en conviendra. Mais rien ne saurait être plus difficile pour des ignorants que de renoncer à leur savoir, car près d'un siècle plus tard, la vacuité de tels propos fait encore les beaux jours de conversations occidentales. Fatigués de ce mépris, rares sont aujourd'hui les Africains qui se risquent à évoquer le sujet devant des Occidentaux. Seuls, ceux bénéficiant d'une notoriété certaine et dont la réputation ne peut plus être remise en cause, parviennent à faire passer certains messages. Le professeur Henri Valère Quinifo, dont on verra plus loin le rôle joué dans la douloureuse mésaventure de Béatrice Aguessi, doyen honoraire de la Faculté des sciences de la santé de Cotonou, ancien secrétaire général du CAM, par ailleurs membre associé de l'Académie française de chirurgie, n'hésite pas à confier que toute sa carrière a été jalonnée par des phénomènes irrationnels. J'ai reçu quelques missiles, mais j'ai surtout eu affaire à des patients qui en ont essuyé d'énormes. En tant que chirurgien, j'ai retiré de corps humains des objets insolites, clous, aiguilles, cailloux, épines, cordes. Aujourd'hui, des professeurs de médecine français savent que de tels phénomènes existent, car j'ai donné des conférences sur le sujet. Mes confrères m'ont cru, car je leur ai montré ce que j'avais retiré des corps. Ils connaissent leur métier, et savent bien que ces corps étrangers n'avaient pu entrer tout seuls dans l'organisme. Nous ne sommes pas des scientifiques pour rien, finit-il par ironiser. Comment douter de l'authenticité des paroles de cet éminent chirurgien, pétri de sagesse et d'humilité, dont le talent a forcé le respect de bien des professeurs de médecine occidentaux? Serait-il téméraire de croire que le mépris dans lequel on tient les prétendus sauvages de l'Afrique vient confusément de ce que les Européens ne peuvent oublier, ni réparer les crimes de la traite, obéissant consciemment au désir de s'en justifier en rabaissant ces malheureux noirs, cause de remords de leur conscience historique? La question mérite en effet d'être posée. Quoi qu'il en soit, certains ressortissants béninois commencent à s'insurger publiquement en dénonçant chacun à leur manière cette folie meurtrière. Dans son roman paru en 2003, Gaston Zossou lève ainsi le voile sur la guerre des choses dans l'ombre, recourant à ce titre pudique pour désigner ce qu'il convient de nommer la sorcellerie. Ailleurs, sur le site internet du village béninois, des propos virulents sont échangés à l'occasion du décès soudain du député Éléazar Nahom en mai 2005. La polémique va bon train comme en témoignent les quelques messages suivants. Une personne affirmant être la fille du défunt déclare : « C'est très triste ce qui nous arrive. Je l'ai eu au téléphone mercredi dernier, et j'étais à 1000 lieues d'imaginer que plus jamais je n'entendrais sa voix. Je suis en France et j'ignore vraiment ce qui lui est arrivé. J'ai l'impression que les Béninois ne savent faire qu'une chose,
tuer les gens DERRIERE leur dos. Réponse d'un abonné du site. Cette supposée fille cadette de l'honorable Nahom n'a même pas attendu que les éclaircissements soient faits sur la mort de son père avant de venir se déchaîner ici. Avant d'épouser la thèse de l'assassinat, j'attendrai que les enquêtes soient faites et que les preuves véritables soient mises à jour, exemptes de rumeurs. Réaction de la fille supposée. Sache que si j'accuse, c'est que j'ai eu ma famille au Bénin le dimanche à 5h du matin, et je sais plus que toi ce qui s'est passé et j'accuse, et continuerai d'accuser. Une partie de la diaspora béninoise se laisse également aller à quelques confidences lorsqu'elle se sent en terrain ami. Un élu de la région parisienne n'hésite pas à révéler que sa décision de vivre en France est étroitement liée aux pratiques plus que douteuses qui sévissent dans le sud de son pays d'origine. Cet autre béninois encore, qui prépare un doctorat en communication à Paris et qui s'interroge pour les mêmes raisons sur son retour au Bénin. Il ne s'agit plus de croyances, opposant le camp des partisans à celui des contempteurs, comme dans ces débats qui animent l'humanité depuis la nuit des temps sur l'existence de Dieu. Les faits sont là, et concourent même au développement d'une économie parallèle. Car la lutte contre ces forces du mal est en effet possible. Elle n'est cependant pas gratuite. Le prix à payer atteint souvent des sommes exorbitantes, adaptées à la gravité du mauvais sort jeté, mais dépendant le plus souvent de l'honnêteté de celui qui détient le pouvoir de le contrer. La mobilisation de tous les proches de la victime est alors de rigueur, surtout dans un cas comme celui de Béatrice Aguessi, lorsque le mal progresse et laisse augurer l'imminence d'une issue fatale. En quelques heures, le clan Haï est en alerte. Une des leurs, et pas la moindre, est en grande difficulté. Béa, celle dont le parcours professionnel fait la fierté de la famille et que les aînés consultent toujours pour toute question d'ordre familial malgré sa position de Benjamin, oui Béa, risque de mourir. Que ce soit à Ouidah, Cotonou ou Lomé, capitale du Togo voisin, chacun aussitôt averti du danger, abandonne sur le champ toute activité pour se précipiter à son chevet, au péril parfois de sa propre vie. Ainsi, son frère Michel, installé à Lomé, chercheur reconnu sur tout le continent pour ses travaux en botanique et en recherche appliquée sur les thérapeutiques naturelles, est alerté par leur frère aîné Eugène. Ancien ministre du Tourisme, il ignore alors que son téléphone a été placé sur table d'écoute par les services de Gnassingbé Eyadema, président dictateur du Togo, décédé en 2005, après quelques 38 années de règne organisé sur la terreur. Homme habituellement averti en matière d'antidote, Eugène ne cache en effet plus son trouble devant l'inefficacité de ses remèdes. Toutes les solutions, toutes les poudres ou autres formules appliquées sur le thorax et dans le dos préalablement scarifié de sa sœur, sont restées inopérantes. Seul Michel, lui, paraît maintenant capable d'intervenir et de la délivrer. Angoissé, il croit utile d'ajouter en concluant sa conversation téléphonique avec son frère : « Viens armé jusqu'aux dents, entendez, munis-toi de tes meilleurs remèdes. » Quelques sbires à la solde du président togolais ne le comprirent toutefois pas ainsi, et en déduisirent qu'un coup d'État était en train de se tramer depuis le Bénin. L'arrestation de Michel Haï fut pratiquement immédiate, mais l'interrogatoire auquel on le soumit déclencha chez lui un tel fou rire lorsqu'il comprit la méprise, que les policiers, bouche bée, finirent par admettre ses explications et le relâchèrent sans trop de difficulté. Parvenu à présent à Ouidah, lui aussi va se heurter à la résistance du mal à toute substance thérapeutique. Tous les guérisseurs de la ville ont été appelés au secours, et se tiennent sur le pied de guerre, réunis sous la paillote dans la cour, ne sachant plus vraiment comment opérer pour venir en aide à celles qui souffrent toujours le martyre. Même Dagbo ou non, chef suprême du vaudou, a fait le déplacement pour tenter de trouver une solution. Ne manque plus qu'Honora, l'époux de Béatrice, en poste à Dakar à l'UNESCO. Aussitôt alerté du danger par ses sœurs, il a actionné son réseau sénégalais et diligenté sur Cotonou une de ses cousines munie des remèdes de puissants marabouts, le temps pour lui d'organiser son propre départ pour le Bénin. La mobilisation familiale est totale, mais le mal persiste. Considérablement affaiblie, Béatrice ne parvient plus à se lever, encore moins à manger. On décide rapidement de la placer sous perfusion. Ses sœurs, parfois aidées d'Eugène, sont dorénavant obligées de la soutenir pour aller jusqu'à la salle de bain et l'assister dans sa toilette. Le cauchemar perdure depuis maintenant 5 jours. Frères, sœurs, belles-sœurs et neveux sont épuisés.
Une ultime concertation les décide à la faire transporter au CNHU de Cotonou. Bien décidés à ne pas quitter leur sœur, Eugène et Michel l'accompagnent et parvenus à destination, se hâtent vers le domicile du professeur Kinifo, sur qui la famille Haï peut compter. Sans plus tarder, le doyen de la faculté de médecine se rend au chevet de son confrère et la découvre à moitié inconsciente, recouvrant par instants la force de décrire intelligiblement les images qui défilent sous ses yeux. Des pattes de biche suspendues à un guéridon. Bien évidemment, rien de tel n'est visible de ceux qui se tiennent à ses côtés. Plus aucun doute n'est permis. Il s'agit bien de sorcellerie. Le professeur Kinifo le comprend immédiatement et repart chez lui, dans le logement de fonction qu'il occupe dans l'enceinte de l'hôpital, chercher la recette que lui a confiée un grand guérisseur. Le cas qui lui est soumis semble manifestement sérieux sur un plan clinique, et si l'hypothèse d'une méningite reste pour lui envisageable, l'homme préfère tout de même se munir de sa recette contre les forces occultes. Revenu au chevet de Béatrice, il lui administre l'eau précieuse et procède à quelques scarifications pour y déposer une poudre aux vertus thérapeutiques. Plus tard, observant notamment des raideurs de la nuque et préférant ne négliger aucune recherche, il pratique lui-même une ponction lombaire pour dépister une éventuelle méningite. Le liquide céphalorachidien s'avère aussi clair que de l'eau de roche, et les résultats d'autres analyses démontrent que la méningite peut être définitivement écartée. Béatrice, elle, totalement épuisée, a sombré dans un état semi-comateux. Pendant ce temps, les événements ont pris une tournure effrayante à son domicile. Un de ses neveux, animé d'un mauvais pressentiment, s'est précipité chez un initié dans le département voisin du Mono pour obtenir la signification de la vision de Béatrice. La réponse ne se fait pas attendre. Elle doit quitter sa maison tout de suite, sinon elle y mourra cette nuit. Aussi effroyable qu'elle soit, cette nouvelle soulage quelque peu les membres de la famille présents, heureux d'avoir pris la décision de faire évacuer Béatrice sur Cotonou. Unis dans une même souffrance depuis près d'une semaine, tous décident de rester veillés à son domicile et de passer la nuit sous la paillote dans la cour. Cette nuit-là est à jamais gravée dans la mémoire familiale. Aucun de ceux qui vivent encore aujourd'hui n'a pu oublier l'incroyable effervescence qui régnait dans la maison. Des bruits de va-et-vient, de déplacement de meubles, de voix incompréhensibles émanaient du salon, alors que la pièce était vide. Preuve, s'il en était encore besoin, que le hasé, le tchakatou, le beau ou autre procédé occulte d'élimination physique avait bien été lancé à l'encontre de Béatrice. On ne saura d'ailleurs jamais par quel miracle elle put sortir indemne de ce cauchemar. Sans doute l'œuvre collective de guérisseurs, conjuguée à la ferveur des prières de ses proches. Au terme de 48 heures de totale inconscience, Béatrice commença en effet à se débattre. Adélaïde et Antoinette, autorisées à rester à son chevet, crurent assister à sa fin prochaine. Comment imaginer qu'elle était en train de résister à un grand marabout vêtu de blanc, qui la pressait de monter dans une voiture? Béatrice devinait un danger et devait, coûte que coûte, lui échapper. Ignorant son combat, ses sœurs s'en remirent de leur côté à Dieu et se réfugièrent dans la prière. Elles ne tardèrent pas à être exaucées, car leur sœur finit par reprendre conscience, épuisée par la lutte acharnée qu'elle venait de mener. Rêve ou réalité? La réponse est difficile. Béatrice elle-même ne sait l'expliquer. Quoi qu'il en soit, à son réveil, les céphalées avaient mystérieusement disparu, sans qu'aucun traitement médical particulier ne lui ait été administré. Les radios et multiples analyses restèrent muettes, et ne révélèrent aucune anomalie. 2 jours plus tard, un de ses amis anesthésistes rentrant de Paris, lui apprit qu'elle était programmée pour l'agrégation le 18 avril. « Mais je suis encore sur mon lit d'hôpital, je ne peux pas me présenter au concours, se lamenta-t-elle. Sida Béa, tu dois y aller. Tu réussiras, j'en suis sûre. » Pour toute réponse, les lèvres de Béatrice s'étirèrent en un sourire reconnaissant. Le mal commençait déjà à n'être plus qu'un mauvais souvenir. Honora était arrivée, taisant pudiquement son émotion devant témoin. L'intensité de son regard suffisait à insuffler une nouvelle énergie à son épouse. L'orage était passé, mais Béatrice avait bien conscience de l'avoir échappé belle. Qui pouvait la détester au point de vouloir attenter à sa vie? Et pourquoi? Le saura-t-on jamais? À l'évidence, Béatrice le sait,
comme tous ceux qui ont participé à un titre ou à un autre à sa guérison. Publiquement, chacun se plie à l'adage camerounais « Je sais que tu sais que je sais ». En privé, les langues se délient et s'accordent à faire circuler un même nom de responsable. Les témoins de cette ignominie préfèrent pourtant traiter par le mépris ces forces occultes qui ravagent en sous-main leur pays et au-delà de ses seules frontières, une grande partie du continent africain. Pour un rien, juste par frustration, jalousie ou désir de vengeance, certains n'hésitent pas à recourir à ces pratiques ignobles, animés des sentiments les plus vils à l'égard d'un voisin ou d'un parent. La sorcellerie est une lutte sourde. Le fait d'avoir triomphé suffit à démontrer au commanditaire du meurtre qu'il s'est heurté à plus fort que lui, explique aujourd'hui le professeur Kinifo. Difficile de faire confiance à son prochain dans ces conditions. C'est en effet une dure leçon que la petite Béatrice Aïe a dû apprendre dès son plus jeune âge, et que plus tard, Béatrice Aguessi a révisé régulièrement tout au long de sa vie d'adulte. 2. Y a rien dedans. L'action se déroule à Abomey, cité royale devenue célèbre par le refus historique du roi Béhanzin de céder à la domination française à la fin du XIXe siècle. Quelques décennies plus tard, Abomey, capitale du Dahomey, s'inscrit encore dans une dynamique de ville commerçante, berceau de la culture dahoméenne, attachée à la préservation de ses traditions. Nous sommes en mars 1934, à l'époque de la colonisation du continent africain par des nations européennes. Le Dahomey, au même titre que la Côte d'Ivoire, la Guinée, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal ou encore le Soudan fait alors partie des 7 colonies constituant la Fédération d'Afrique occidentale française. Les habitants, en ce temps-là appelés indigènes des colonies, bénéficient tous de la nationalité française. Que le lecteur ne se méprenne pas. La notion de nationalité doit être comprise au sens de soumission à la souveraineté de l'État français, et n'est assortie d'aucun des droits civils normalement attachés à une nationalité et notamment, à la nationalité française issue du pays des droits de l'homme et du citoyen. Dans les colonies, les Français sont alors classés en 3 catégories bien distinctes. Les Français proprement dits, disposant de l'intégralité des droits attachés à ce titre, les sujets français et les protégés français. L'administration coloniale est gérée par 2 types de personnel. Les administrateurs constituant un cadre exclusivement réservé aux Blancs, citoyens français placés sous la tutelle du ministre des colonies à Paris et les cadres locaux, noirs, placés sous l'autorité directe du gouverneur de chaque colonie. Certains postes, comme ceux des interprètes notamment, sont assurés par les indigènes. Si les métiers d'interprète requièrent une solide culture, basée sur la maîtrise de plusieurs langues européennes et vernaculaires, ils restent exercés sous l'autorité d'un cadre blanc. Cependant, la volonté proclamée en 1848 de faire table rase du passé esclavagiste était confirmée par la multiplication de nouveaux emplois, notamment au sein de l'administration, ainsi que par la mise en place du système scolaire républicain. Ces mesures permirent à un nombre toujours croissant d'individus d'échapper au monde de la plantation sucrière, même si le legs esclavagiste continuait en fait d'imposer sa marque au rapport entre les différents groupes de ces sociétés. Pour ceux dont les familles en avaient les moyens financiers, l'école ouvrait de nouvelles perspectives et contribuait pleinement à la réalisation de rapides ascensions sociales. C'est ainsi que Robert Aï, né en 1870 à Agoué, non loin de l'actuelle frontière togolaise, après avoir étudié les langues françaises, allemandes, anglaises et plusieurs langues africaines au Togo, revint s'installer à la fin du XIXe siècle au Dahomey. On peut supposer que son installation ne dut pas être facile, car protestant méthodiste d'origine mina, il revenait en terre étrangère au pays des Fonces, où la religion protestante était minoritaire. Interprète auprès de grands commerçants, il devint lui-même plus tard un fin négociant. Dans un registre tenu avec beaucoup de rigueur, dont son fils Eugène, actuel chef de la famille, est aujourd'hui le dépositaire, il peut être relevé le prix de tous les produits achetés ou vendus, le nom de chaque débiteur et le montant des sommes dues, ou encore, le coût des acquisitions de terrain réalisées pour la constitution de vastes cocoteraies. Bel homme élancé à la voix légèrement voilée, Robert Aï avait un sourire capable de conquérir le cœur de bien des femmes. Dans un pays où la polygamie est admise, comment un homme doté d'un tel charme aurait-il pu rester monogame ?
Robert prit donc 5 femmes pour épouses qui, en 1934, lui avaient déjà donné 26 enfants. Cette année-là, l'homme est âgé de 64 ans. Une nouvelle descendance ne lui déplairait guère. Surtout de Rosalie, sa dernière épouse, qu'il affectionne tout particulièrement et à laquelle il aimerait tant faire recouvrer le sourire. Le couple a été durement éprouvé ces temps derniers. 3 de leurs enfants sont morts en 5 mois, enlevés par les hommes de la nuit. Leur perte a ainsi eu raison de la joie de vivre de Rosalie, affectueusement surnommée Nanan par son mari et ses enfants. Elle, si rondelette auparavant, n'est plus que l'ombre d'elle-même, peinant à atteindre les 40 kilos pour 1,72 m. Comme beaucoup de Dahoméens, elle vit à présent sur le qui-vive et fait attention à chacun de ses actes, à chacune de ses paroles, n'ignorant pas qu'ils peuvent être utilisés contre elle à des fins maléfiques. Prénom, date de naissance, vêtements, cheveux, empreintes de chaussures, si anodins dans un contexte normal, peuvent devenir de redoutables moyens d'attaque pour l'expert en maniement des forces occultes. Comme souvent, la jalousie de certains s'est déchaînée sur des innocents, afin de mieux toucher le cœur de leur véritable cible et de lui faire payer le tribut de sa réussite. Le commerce florissant dont peut s'enorgueillir la famille Haï en gêne en effet plus d'un à Abomey. Son succès n'est pourtant que le fruit d'une vie de labeur, empreinte de nombreux sacrifices pour donner une éducation irréprochable à tous ses enfants élevés dans la piété protestante. En ce mois de mars 1934, Nanan est inquiète car les médecins Yovo, une nouvelle fois consultés, ne savent donner aucune explication à la grosseur de son abdomen qui de semaine en semaine prend davantage d'ampleur. Elle a beau avancer l'hypothèse d'une grossesse, le corps médical se refuse à l'admettre. Comment pourrait-il s'agir d'une grossesse, alors qu'aucun mouvement de fœtus n'est perceptible à l'auscultation ou à la palpation? Nanan reste perplexe, car pour avoir été enceinte 7 fois, elle connaît parfaitement les sensations que procurent les mouvements d'un enfant qui se développe normalement dans l'utérus. Or là, rien. Malgré sa maigreur, son ventre grossit. Elle ne voit ni ne sent pourtant rien bouger. Les médecins Yovo auraient-ils raison? Impossible pour Nanan de l'envisager sérieusement, car elle n'a plus de règles depuis 8 mois. Et ses seins? Eux aussi ont grossi. Ne sont-ce pas là les signes avérés d'une grossesse? Sans doute. Pourtant, à 32 semaines d'aménorrhée, les mouvements du fœtus devraient être visibles à l'œil nu. Par ailleurs, si ce dernier était mort, l'abdomen de la mère ne continuerait pas à grossir. Les médecins sont donc formels. Il ne peut s'agir d'une grossesse. Ils lui confirment ce que l'infirmier major ne cesse de lui répéter depuis plusieurs semaines, y a rien dedans. Pire. Ils envisagent une intervention chirurgicale pour tenter de découvrir l'origine de cette grosseur. Toutes ces pensées l'obsèdent sur le chemin du retour à la concession. Elle s'interroge sur la réaction de son mari lorsqu'elle lui fera part ce soir de l'éventualité d'une opération. Pourquoi le sort s'acharne-t-il ainsi sur leur famille depuis quelques années? Nanan est moralement atteinte et prie pour que les médecins aient raison, et qu'elle ne soit pas enceinte. Elle ne supporte pas l'idée de devoir vivre ce que ses beaux-parents ont enduré, avec la perte de 12 enfants avant la naissance de Robert. Une cicatrice sur la joue droite de son mari marque d'ailleurs le souvenir des cérémonies auxquelles ses parents ont dû le soumettre, pour qu'il échappe à la mort. Dès leur plus jeune âge, les enfants sont ainsi confrontés à ces pratiques occultes. Béatrice Haï n'a pas échappé à ce malheureux destin et ce jour de mars 1934, bien à l'abri dans le ventre protecteur, elle perçoit sans aucun doute les angoisses de sa mère. Car le lecteur l'aura compris. Nanan est bel et bien enceinte. Telle est en tout cas la position inflexible sur laquelle se campe Robert quand sa femme lui rapporte les propos des médecins. Il ne saurait être question que son épouse subisse une intervention chirurgicale. D'après leurs calculs, Nanan doit être enceinte de 8 mois. Ne reste plus qu'un mois à attendre. L'avenir leur donnera raison, car le 7 avril à minuit 12 naît une petite fille, à laquelle il donne les prénoms de Béatrice AKPE accent aigu. À la naissance, l'enfant baigne dans 4 litres de liquide amniotique, alors que la norme est évaluée à un demi-litre environ. L'importance de cet environnement liquide expliquerait donc l'imperceptibilité des mouvements du fœtus à la palpation et à l'auscultation. Bien des années plus tard, lorsqu'elle sera devenue gynécologue obstétricien,
Béatrice se demandera si l'excès de liquide amniotique n'était pas tout simplement dû à une grossesse gémellaire. Les témoins de l'époque lui ont en effet rapporté que son expulsion avait été suivie de celle d'une sorte d'élément remuant, que le médecin-chef avait immédiatement placé dans un bocal rempli de formol. L'histoire ne dit pas ce que le bocal est devenu, mais il est vraisemblable de pouvoir avancer qu'un des jumeaux se serait normalement développé et que l'autre, bien que toujours vivant, n'aurait pas évolué. Quoi qu'il en soit, ce 7 avril 1934, Béatrice est un nouveau-né en pleine santé qui, dans le secret de son inconscient, a sans doute déjà décidé de prouver au monde que, contrairement aux affirmations de l'infirmier-major, il y avait bien quelqu'un dedans. 3. Une enfance austère mais heureuse. La naissance de Béatrice ne rendit pas sa joie de vivre à Rosalie Haï. Au contraire. Terrorisée par l'idée de perdre à nouveau un enfant, Nanan va élever sa fille dans une atmosphère de crainte permanente. Pour comble de malheur, Béatrice tombe très souvent malade. Plusieurs fois par mois, généralement durant les absences de son père, elle développe des abcès pernicieux à forme tétanisant, sorte de complications de crise de paludisme provoquant des convulsions. Dans ces moments-là, tout le monde s'active, court partout pour trouver le remède idoine. Fréquemment, des amulettes pendent à son cou pour conjurer le mauvais œil. En dépit des esprits malins qui planent régulièrement sur la famille, l'enfance de Béatrice se déroule dans un environnement familial harmonieux. Son père y est attentif. Sa polygamie n'altère en rien l'ambiance chaleureuse de son foyer, contrairement aux fréquentes disputes qui éclatent entre coépouses dans les familles polygames. Michel se souvient aujourd'hui que les colères de son père contre l'une de ses épouses se muaient invariablement en chansons, inventées pour la circonstance et dont les paroles traduisaient son profond mécontentement. Enfant, Michel ne prêtait guère attention aux paroles des chansons de son père. Ce n'est que parvenu à l'âge adulte et le voyant opérer de la même manière devant ses jeunes frères et sœurs, qu'il comprit. L'extrême sévérité de Robert Haï à l'égard des siens ne laisse aucune trace d'amertume ou de ressentiment dans le cœur de ses enfants. Elle leur donne, au contraire, l'occasion de se remémorer avec beaucoup d'humour certains moments, sans doute vécus sur l'instant comme une injustice, mais que le recul leur fait apparaître comme de belles leçons de vie. Chacun se délecte à l'évocation des nombreuses mésaventures qui ont émaillé leur jeunesse. Michel ne s'étonne même pas de n'avoir aucune rancune à l'égard de son père. Notre éducation nous imposait de procéder à la toilette quotidienne de nos pensées, de nos paroles et de notre comportement. Il fallait s'y conformer, c'est tout. Il se plaît d'ailleurs à raconter qu'à l'âge de 16 ou 17 ans, il avait un jour quitté Abomey pour assister à un match de football à Dassa Zoumé, situé à 200 km environ de la concession familiale. Tout à sa joie de pouvoir assister à ce match, l'adolescent avait oublié de demander la permission préalable à son père. À son retour, Robert, réfrénant sa colère, lui avait assuré qu'il ne le frapperait pas, une simple correction risquant d'être vite oubliée. Très calme, il s'était approché de son fils, avait sorti son couteau de sa poche et, aussi vif qu'un éclair, lui avait entaillé la cuisse. Devant l'hébétement de son fils, il avait ajouté : « Si tu avais péri dans un accident, personne n'en aurait rien su. Ne refais jamais ça et plus tard, montre cette cicatrice à tes enfants pour leur passer l'envie d'en faire autant. » 18. Cette éducation, que d'aucuns qualifieraient de nos jours de maltraitance, n'était cependant pas dénuée d'affection. Elle était d'une autre époque, continuant à produire des effets bénéfiques près de 80 ans plus tard par l'indéfectibilité du lien qui unit toujours les frères et sœurs Haï. Béatrice elle-même n'est pas en reste de souvenirs croustillants. La raclée reçue par son frère Paul à cause d'elle est tout aussi mémorable. Malade, elle se rappelle avoir été contrainte de rester alitée quelques jours. Se sentant plus vaillante, elle avait décidé de sortir de la maison prendre l'air. Occupé à sarcler le terrain devant la maison, Paul ne l'avait pas entendue arriver derrière lui, et lui avait malencontreusement asséné un coup de coupe-coupe sur le tibia droit. En regardant sa cicatrice aujourd'hui, Béatrice revoit son père se saisir de sa chicotte pour battre son frère. Ce jour-là, elle avait éprouvé le plus grand chagrin pour lui, mais avait dû observer le silence, sous peine d'être considérée comme rebelle à l'autorité paternelle. Chez les Haï, il convenait d'être attentif, un point c'est tout.
Est-il besoin de préciser que le comportement des enfants à l'école devait être tout aussi irréprochable? Chacun devait veiller à ne pas tacher ses vêtements avec l'encre de son stylo plume, et à ne pas traîner sur le chemin du retour. Robert connaissait les horaires scolaires, et le temps nécessaire pour regagner le domicile. Un quart d'heure de retard, et la chicotte était irrémédiablement au rendez-vous. Ses enfants étaient étroitement surveillés, car Robert faisait figure d'un notable qui ne pouvait se permettre de voir quelqu'un lui signaler le moindre écart dans leur conduite. Les qualités d'honnêteté, de courage, de solidarité et le sens de l'honneur étaient les principes fondamentaux d'une éducation qu'il voulait sans faille. Son contrôle permanent allait même jusqu'à observer leur démarche et le choix de leur tenue vestimentaire. Le dimanche, lorsque ses fils sortaient, il se postait à leur insu dans un coin reculé de la maison et étudiait leur allure. Si leur démarche ne lui paraissait pas assez altière, il n'hésitait pas à les rappeler et à leur apprendre à marcher élégamment. Cet homme impitoyable, si prompt à tancer ses enfants, était pourtant le père le plus aimant, toujours enclin à les inciter au dialogue, attentif à la moindre de leur aptitude, au moindre signe précurseur de leur talent. C'est ainsi, par exemple, qu'il décela très rapidement le goût inné des arts chez son fils Paul. Déjà en bas âge, Paul consacrait le plus clair de son temps à dessiner, modeler différents objets avec les matériaux placés à portée de sa main. Rien ne le réjouissait davantage que d'étaler le gari dans son assiette et d'y tracer des dessins. Le jeudi, jour de congé hebdomadaire, il se levait très tôt et partait à 4 ou 5 kilomètres de la maison chercher l'argile avec laquelle il moulerait toutes sortes d'animaux. Robert savait distinguer un comportement indiscipliné des prémices d'une vocation. À Paul, il offrit donc très tôt sa première boîte de crayons de couleur et plus tard, lui donna en cadeau sa première boîte de compas, en lui confiant avoir esquissé les plans de leur maison avec des instruments similaires. Des années plus tard, Paul, diplômé de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, se verra décerner de nombreux prix et médailles dans la capitale française, telle la médaille et le premier prix de peinture en 1959 ou la médaille d'or des métiers d'art en 1961. Commandeur des palmes académiques françaises, officier de l'ordre du Mono au Togo et des Arts et Lettres de France, il est devenu un sculpteur et un peintre de talent, de renommée internationale. Le fils ayant hérité le plus de traits communs avec Robert est sans doute Eugène, né le même jour que Béatrice, 20 ans plus tôt. Bien que n'ayant pas suivi un cursus d'études supérieures aussi élevé que ses plus jeunes frères et sœurs, il a toujours forcé leur admiration en raison de son extraordinaire polyvalence. Très jeune, il fut en effet pris d'un véritable engouement pour les métiers manuels. Encouragé par son père, il opta donc pour un enseignement technique. Son choix s'inscrivait alors dans la volonté de l'État de promouvoir l'école professionnelle. Les écoles supérieures étaient rares en ce temps-là en Afrique. Au Dahomey, 2 établissements seulement existaient. L'école supérieure d'enseignement général Victor Ballot et l'école professionnelle qui recrutait les élèves recalés dans l'enseignement général. En 1930, le gouvernement décida de porter le niveau de l'école professionnelle à hauteur de celui de l'établissement Victor Ballot. Le choix d'Eugène le porta tout d'abord au métier d'ajusteur mécanicien auto. Mais, l'école formait à bien d'autres disciplines et une tendance naturelle à la curiosité, le fit s'essayer au métier de menuisier, d'ébéniste et de tourneur. La perspective de pouvoir exercer 4 métiers pleins d'avenir en aurait tranquillisé plus d'un. Pas Eugène Haï, qui voulait assurer les arrières de ses futurs enfants au cas où ils ne réussiraient pas dans un enseignement général. Je devais pouvoir entraîner un de mes enfants dans un métier manuel, en cas de défaillance dans des études intellectuelles, explique-t-il aujourd'hui le plus naturellement du monde. Pendant ses vacances, il se forma donc également, avec l'autorisation de son père, à l'horlogerie auprès d'un ami horloger, installé un peu plus au sud d'Abomey, dans la petite ville de Boïcon. Sa réputation de jeune homme sérieux lui permit très vite d'enregistrer de nombreuses demandes de travaux. Le bouche à oreille produisait ses effets. Eugène engrangeait les commandes, arrondissant ainsi confortablement ses fins de mois. L'apprentissage de ces métiers manuels ne lui fut utile que pour des activités annexes, car sa véritable profession fut celle d'instituteur qu'il exerça à l'école régionale d'Abomey.
Son influence dans le parcours de Béatrice sera considérable et sans doute décisive, comme nous le verrons plus loin. Si l'éducation de Robert Haï a pu marquer ses enfants de façon indélébile, l'empreinte laissée par Nanan ne doit pas être sous-estimée. Le couple s'accordait parfaitement sur la manière d'élever les enfants. Chaque acte de la vie était circonscrit par des règles que l'un et l'autre s'employaient à faire respecter. Beaucoup se trompent en pensant que la femme ne jouait qu'un rôle mineur dans l'organisation du foyer africain. Le pouvoir féminin constituait au contraire une puissante réalité dans l'Afrique originelle qui ferait pâlir d'envie les plus ardentes féministes de notre époque. Ce pouvoir s'exprimait tout d'abord dans le domaine économique, car les femmes avaient en effet la possibilité de cultiver leurs propres champs ou d'exercer une activité commerçante sur les marchés. L'historien burkinabé Joseph Kizerbo, malheureusement décédé en décembre 2006, nous enseigne que dans l'Afrique traditionnelle déjà, elle ne souffrait pas de discrimination. Il y avait des femmes thérapeutes, des prêtresses, des souveraines émules de la pharaon Hatshepsut XI. Mais, la colonisation a relégué leur action à des rôles mineurs. La place accordée à l'école aux jeunes filles africaines est à cet égard révélatrice de la volonté coloniale de les cantonner à des fonctions subalternes. Indépendamment de ce rôle économique non négligeable, il en est un autre fondamental qui incombait à la femme africaine. Celui d'éduquer les enfants jusqu'à l'âge de 6-8 ans. Pendant toute leur petite enfance, il lui revenait la charge de les nourrir, de les soigner, de les consoler et de leur apprendre les premiers rudiments de la vie en société. Jusqu'à ce qu'ils atteignent 6 ou 8 ans, les enfants africains restaient dans l'ombre des femmes, faisant presque partie intégrante de leur corps, suivant chacun de leurs mouvements, accrochés à leur dos dans un pagne savamment noué sous leur poitrine. Une telle intimité corporelle avec la mère constituait et constitue d'ailleurs toujours aujourd'hui pour eux une sorte de gestation extra-utérine qui, selon certains chercheurs, ne serait pas étrangère au caractère pacifique et non agressif des Africains. Cette douce proximité ne confinait pas pour autant les enfants dans les jupons de leur mère, ou de façon plus africaine dans le sillage de leur boubou. Ils passaient très vite de main en main, allaités parfois par des parentes de leur mère. C'est dans le respect de ces traditions ancestrales que Nanan a donc éduqué ses enfants. Sa sévérité était tout aussi redoutée que celle de son mari. La chicotte tombait facilement, et les oreilles de ses enfants avaient pour seconde vocation d'être tirées au moindre écart de conduite. Aucune faute ne restait impunie. Grande ou petite, elle devait être sanctionnée par une bonne leçon. Très tôt, Nanan eut en charge l'éducation des enfants des coépouses de son mari, la première ayant disparu fort jeune et les 3 autres étant amenées à se déplacer fréquemment dans le cadre de leurs activités commerçantes. Nanan accordait si peu d'importance à qui étaient ses propres enfants, que les plus jeunes ont appris assez tard qu'ils n'avaient pas la même mère que leurs frères et sœurs aînés. Tous considéraient Nanan comme leur véritable mère. Là était l'essentiel. Une solide organisation était nécessaire pour éviter à tout ce petit monde de s'égayer en dépit du bon sens. Les aînés ont ainsi très vite été appelés en renfort pour aider leur mère à maintenir une discipline de fer au sein de la fratrie. Adélaïde, notamment, prit le relais pour corriger les plus espiègles comme Paul, adorable petit galopin sur lequel elle devait exercer une étroite surveillance. À 7 ou 8 ans, il courait déjà vite et les 2 femmes étaient obligées de mettre au point de subtiles stratégies pour parvenir à le coincer. Il sourit aujourd'hui à l'évocation de ce jour, où envoyé en commission, il avait musardé en chemin, s'arrêtant de temps à autre pour jouer au football. Le retard accusé avait donné le temps à sa mère et à sa sœur aînée de lui préparer un accueil inoubliable. À son retour, souriante et sans un mot de reproche, Nanan l'avait priée d'aller chercher quelque chose dans sa chambre, où l'attendait Adélaïde, cachée dans un coin avec la chicotte. Pris de court, il n'avait pas eu le temps de comprendre la supercherie, que déjà sa mère se trouvait postée derrière lui, bloquant le passage pour éviter qu'il ne se sauve. Ce jour-là, une pluie de coups s'abattit sur lui, les 2 femmes ne cachant pas leur satisfaction d'être parvenues à le piéger en usant de cette ruse. Béatrice était beaucoup plus sage, élevée dans la crainte permanente du mauvais œil et habituée dès son plus jeune âge à ne pas faire de bruit, afin de ne pas éveiller l'attention sur elle. Paul profitait de sa docilité pour exercer sur elle l'autorité que d'autres exerçaient abusivement à son goût,
sur lui. On le corrigeait. Il se vengeait sur sa sœur en lui assénant quelques claques bien senties. Nullement rancunière, et surtout très attachée à tous ses frères et sœurs, Béatrice lui pardonnait facilement. Elle-même ne se privait d'ailleurs pas de le taquiner en imitant leur mère durant son absence. Au moment du repas, elle se plaisait à appeler tout le monde en s'écriant parfois « Allons petit Paul, dépêche-toi d'apporter ton plat ». Furieux, il obtempérait tout en s'exclamant « Non mais regardez-moi celle-là ». Les anecdotes du même type ayant jalonné l'enfance et la jeunesse des enfants haïs sont légion, et ne sont pas sans rappeler les aventures de Hamkoulel, l'enfant Peul, ou celles de l'enfant noir, si délicieusement narrées dans les romans d'Amadou Hampâté-Bâ et de Camara-Lai. Cette enfance durant les années de guerre est difficile, mais pas tragique, car le conflit est ailleurs, en métropole. Aucun sujet français des colonies ne connaît l'horreur des déportations et des sévices infligés aux Français de France par les Allemands. Le soir, ils veillent à ce que les lumières soient éteintes afin que les avions ne puissent distinguer leur agglomération. Des répercussions sur leur quotidien sont néanmoins perceptibles. Là-bas comme ici, tout est rationné. La nourriture, comme les vêtements. Les jouets sont rares, mais les enfants n'en souffrent pas vraiment, car peu de choses leur sont... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.